Est-ce que la priorité est à l'éducation sexuelle? Alors attention, on va essayer de ne pas caricaturer ce sujet parce que selon Elisabeth Borne et Aurore Berger, c'est la priorité aujourd'hui. Et attention, si vous n'organisez pas ces cours, eh bien, il peut y avoir péril à l'école, en la demeure. On va les écouter et vous allez en parler à tout de suite. Nous allons évoquer dans quelques instants l'éducation sexuelle à l'école et le plan d'Elisabeth Borne et d'Aurore Berger. D'ailleurs, nous allons l'évoquer tout de suite. Et tout d'abord, sur ce sujet, depuis la semaine dernière, Sophie Audugé, il est dit que l'éducation sexuelle à l'école est une nécessité absolue. Et que ne pas en faire, ce serait un risque aujourd'hui, un risque pour les enfants. Le discours est porté par les ministres Elisabeth Borne et Aurore Berger. Écoutons d'abord la ministre de l'Éducation nationale sur l'importance d'une telle éducation aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une augmentation du sexisme, ça ressort très clairement du rapport qui a été produit par le Haut Conseil, que par ailleurs, beaucoup de jeunes, de très jeunes, peuvent avoir accès à des contenus pornographiques sur Internet, qu'on a des agressions sexuelles sur des mineurs qui sont fréquentes. Là, on sait que toutes les 3 minutes, finalement, un enfant est victime d'agressions sexuelles. Et donc, ça montre toute l'importance de ce programme. Le programme, il est adapté à l'âge des élèves. Et du coup, dans le premier degré, c'est de l'éducation à la vie affective et relationnelle. Et ensuite, dans le second degré, on introduit progressivement, en fonction de la maturité des élèves, des questions d'éducation aussi à la sexualité, en lien avec la maturité des élèves. Ministre, oui, ministre de l'Éducation. Il y avait Mme Jeunetet, qui est l'ex-ministre, qui appartient encore au gouvernement. Non, pas à ma connaissance. Ce qui se passe, non, mais peut-être participe-t-elle est-ce qu'elle participait à une mission autour de l'éducation sexuelle à l'école? Je sais pas. Bon, s'il vous plaît, arrêtez votre ironie cinglante. Alors, par contre, tous ceux qui s'opposent à cette éducation sexuelle à l'école, là, sont renvoyés dans leur corde, Sophie Audugé, parce qu'il est dit clairement que, vous et d'autres, dans ce cas-là, faites porter un risque aux enfants. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Bon, alors déjà, je pense que ce que vous avez passé est assez intéressant, parce qu'on voit bien que Mme Borne fait une démonstration, ça devrait être étudié dans les écoles de journalisme, une démonstration de ce qu'est la manipulation. C'est-à-dire qu'on a de mélanger tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, on nous parle d'une éducation à la sexualité, et en fait, on nous dit qu'on va y apprendre le sexisme, à lutter contre le sexisme à des enfants. D'accord ? C'est très important de rappeler cela. Et puis, elle nous dit il va y avoir en gros un avant-collège, un après-collège. Moi, je vais me concentrer sur l'avant-collège. Et puis, elle nous dit que c'est pour lutter contre les abus sexuels, puisque toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'abus sexuels. Alors, si vous voulez, le problème, c'est que ça, c'est véritablement la démonstration d'une manipulation, d'un discours gouvernemental qui n'a qu'un objectif, c'est à surtout faire valider ce programme alors qu'il ne correspond à rien scientifiquement, alors que les professionnels de la santé, les pédiatres, les pédopsychiatres qui n'ont pas de conflit d'intérêt, ils sont farouchement opposés et qu'en fait c'est le véhicule, le cheval de Troie d'un combo idéologique de 2 idéologies qui viennent du wokisme. La première, c'est l'idéologie qu'il existerait une sexualité infantile et la deuxième, c'est l'idéologie que l'enfant serait capable de se définir lui-même dans son genre, savoir s'il est une fille ou un garçon. Et vous dites qu'il n'y a aucun argument scientifique. Il n'y a aucun argument scientifique qui permettrait de prouver qu'il est bon pour un enfant de moins de 12 ans, c'est-à-dire un enfant qui est prépubère, c'est-à-dire un enfant qui n'a pas la capacité à avoir des actes sexuels, c'est-à-dire un enfant qui n'est pas fonctionnel sexuellement. Rien ne prouve scientifiquement qu'on a un intérêt pour qu'il grandisse à lui enseigner quelque chose qui relève de la sexualité. Alors pourquoi c'est fondamental ce qui se passe et pourquoi on s'y oppose de manière ferme? Et pourquoi Mme Borne d'ailleurs dit tout et n'importe quoi, puisqu'elle nous a dit on ne parlera pas de sexualité avant le collège. C'est ce qui a été dit. C'est formidable, mais alors vous allez m'expliquer pourquoi ces 3 séances sont obligatoires dans une loi qui s'appelle éducation à la sexualité. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on nous l'a fait à l'envers, si je puis me permettre, si vous m'autorisez l'expression. C'est-à-dire que soit on est dans une loi qui se justifie pour, dans le cadre de l'éducation à la sexualité, loi 2001, qui oblige à faire 3 séances obligatoires. Et dans le cadre, on est sur un enseignement, mais un enseignement fait par qui? Des spécialistes de la sexualité à l'école? Qui sont-ils? Des médecins? Pas des professeurs, peut-être des médecins, responsables des gynécologues, d'associations. On en a? Alors, c'est bien le problème. Moi, je voudrais qu'on revienne sur 2 choses essentielles. La première, donc avant que l'enfant soit pubère, il n'a pas de sexualité
infantile. Ça, c'est une idéologie. Cette idéologie, elle était portée par qui dans toute l'histoire, hein. Elle a été portée par des personnes qui voulaient banaliser la pédocriminalité, c'est-à-dire des actes sexuels faits sur des enfants. Non, vous voulez dire que tous ceux qui ont interrogé, écrit sur la sexualité enfantine avaient des visées... Je veux dire que tous ceux qui défendent aujourd'hui qu'il faudrait éduquer les enfants à la sexualité, parce que l'enfant serait fonctionnel sexuellement dès qu'il naît. Et donc, à ce titre-là, il faudrait l'éduquer à maîtriser ses pulsions sexuelles. Et qu'il faudrait donc l'apprendre à consentir. Mais quand vous apprenez un enfant à consentir, vous lui apprenez à dire oui. Est-ce qu'un enfant peut décidément dire oui ? Non, puisqu'un enfant n'a pas de sexualité fonctionnelle, au même titre que quand il naît avec 2 jambes, mais si vous le posez par terre, il ne va pas marcher. Attendez, expliquez-nous encore plus, Sophie Audugé, parce que là, la ministre dit qu'un enfant... qu'on parle vraiment de petits-enfants, fait l'objet d'attouchements sexuels et que ces cours pourraient l'aider, cet enfant, à dire non. C'est ça, hein, ce que je comprends. Vous avez raison. C'est-à-dire que la ministre nous dit que parce que la société, la protection de l'enfance, n'est pas capable de protéger les enfants des pédocriminels, qui aujourd'hui agissent en France en toute impunité... C'est à l'enfant... Il faudrait éduquer l'enfant à savoir reconnaître qu'il est victime d'un abus et à faire quoi alors ? D'accord. Donc on parle d'une situation de non-protection pour arriver au fait de dire que c'est à l'enfant, puisqu'on ne peut pas le protéger. On nous fait croire que faire une éducation à la sexualité chez des enfants prépubères, parce que ces programmes, ils vont s'appliquer dès la maternelle. Alors Madame Borne, elle peut nous dire que ça ne traitera pas de sexualité, mais si ça ne traite pas de sexualité, ça ne rentre pas dans la loi de la sexualité. Ça ne rentre pas dans les 3 séances obligatoires. Donc, si c'est pour faire de la lutte contre le sexisme, c'est pas l'éducation à la sexualité. Il faut prévenir les parents. Parce que je vois pas ce que ça vient faire, par contre, là, dans la lutte contre les abus sexuels sur enfants. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les abus sexuels sur enfants aujourd'hui, la Civis l'a bien montré, 3% des pédocriminels qui font des abus sur les enfants sont condamnés. 97% ne sont pas condamnés. Quand il s'agit d'inceste, c'est 99% qui ne sont pas condamnés. La Civis, qui a travaillé sur cette question, a fait 82 recommandations. Je peux vous garantir que les 40 premières, elles n'avaient rien à voir avec l'éducation à la sexualité. Les pourcentages que vous donnez sont... Non, mais ils sont connus. Bien sûr, ils sont avérés. Mais je rappelle à chaque fois... Vous avez raison de les rappeler, mais ils sont avérés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, des hommes, puisque c'est très majoritairement des hommes, commettent des abus sur des enfants, des abus sexuels sur des enfants, et ne sont pas condamnés. C'est-à-dire qu'ils les commettent en toute impunité. Pourquoi ? Parce qu'on détourne le regard Parce que... Alors, il n'y a pas de garde-fou, l'école, les voisins, je ne sais pas. Non, c'est pas qu'on ne peut pas le prouver. C'est qu'à toutes les chaînes de la protection de l'enfance, et je pense qu'il faut aussi faire un lien avec ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est-à-dire avec le procès d'Amandine. La petite fille qui a été laissée... Amandine est morte à 13 ans, d'accord, de maltraitance physique sur son corps d'enfant à partir de très jeune. Et en tous les cas, elle a été repérée par l'école dès le CE1. C'est-à-dire qu'Amandine avait 7 ans quand des personnels éducatifs remarquent ses bleus. Donc il y a eu des signalements. Il y a eu 4 signalements. C'est important de le dire. En 6 ans, c'est-à-dire que la première est en CE1, on constate qu'elle a des bleus. Il va y avoir pendant 6 ans, puisqu'elle va mourir dans son cagibi, affamée à moitié nue, couverte de coups et d'escarres, 6 ans plus tard, eh bien, il y aura 4 signalements, 3 qui ne seront pas suivis des faits et 1 qui sera carrément perdu. Donc, si vous voulez, quand moi j'ai entendu Aurore Berger nous dire que l'éducation et la sexualité était une urgence absolue, au moment où on découvrait l'horreur qu'a subi Amandine pendant 6 ans, avec des personnels éducatifs qui ont signalé, et avec les failles de la protection de l'enfance, moi j'ai trouvé ça, mais je vous le dis carrément, totalement indécent. Moi j'aurais honte si j'étais Aurore Berger d'avoir tenu des propos pareils. Vos vraiment. mots sont forts, elle sera donc, sur l'antenne dans quelques jours. Demain, je veux dire qu'ils en répondent. Alors c'est vrai que si vous voulez, le problème qui se pose à nous, c'est les abus sexuels, c'est quoi ? Est-ce que c'est de la sexualité ? Non, c'est de la violence. Évidemment que non, oui. C'est de la violence par le sexe. C'est de la violence par le sexe fait sur un enfant qui est une personne victime, vulnérable d'abord, et victime. C'est la négation de la filiation. C'est le fait de tuer un enfant quand on fait ça. On va éduquer les enfants à quoi ? Je ne comprends pas très bien, en fait, pour ça. On va leur dire quoi aux enfants ? On va leur dire, si
ton grand-père te touche, si ton père te demande de lui faire une fellation après le chocolat, c'est véridique sur des excédents de lascivisme. Il faut dire les choses. Parce qu'on ne dit pas les choses, donc on va les dire. Moi, j'ai aucun problème, j'ai pas de tabou. Hein. Donc, si vous voulez, on va lui dire quoi ? On va lui dire, bah, tu viens nous le dire, on va faire quoi après ? On va le protéger immédiatement. J'aurais quand même signalé une chose aussi à Mme Berger, c'est que Amandine, c'est en 2020 qu'elle meurt, d'accord ? En avril 2024, l'Académie de médecine publie un rapport qui a été voté par tous ses membres, à l'unanimité, c'est rarissime, sur la maltraitance physique des enfants, d'accord ? La maltraitance physique des enfants en France. Tous les 5 jours, un enfant meurt de maltraitance physique. Tous les 5 jours. Le rapport, il est édifiant. Et ça ne comprend pas les maltraitances sexuelles. Ça ne comprend pas les maltraitances psychologiques. Ça ne comprend pas le harcèlement scolaire. Vous êtes en train de nous dire la priorité ça vitale. Ne comprend celle-là, ouais. que, voilà. Et qu'est-ce qui... Je vous donne un exemple, mais vraiment, il faut lire le rapport. Dans le rapport, qu'est-ce qu'elle dit, l'Académie de médecine ? Elle dit que, par exemple, l'enfant qui se présente à l'hôpital, il a des ecchymoses, on se rend bien compte qu'il est maltraité. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait ? Vous n'allez pas me croire, il n'y a pas de lit. Non, parce que demain, il y a une opération qui est programmée. Non, c'est pas possible. Si. C'est mot pour mot dans le rapport. Et donc, cet enfant, on va le renvoyer chez lui. Alors, moi, je pense que ce qu'il faut dire aux parents, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de leur faire croire qu'en faisant de l'éducation à la sexualité à leur enfant dès la maternelle, c'est bien ça dont il s'agit, jusqu'alors, ce n'était pas dès la maternelle, eh bien, on va lutter contre les abus sexuels. Alors moi, je peux vous garantir une chose, c'est qu'on va y faire plein de trucs, mais qu'on ne va pas améliorer du tout la situation des abus sexuels. La seule chose qui peut rentrer dans le cadre de la mission de l'école, dans le cadre d'un plan de lutte contre les abus sexuels, où on va d'abord condamner les pédocriminels, où on va rappeler qu'il n'y a pas de sexualité infantile, où on va rappeler à l'enfant qu'il n'a surtout pas à consentir, parce que c'est un interdit, parce qu'on ne touche pas. On ne peut pas lui demander de toucher, on ne peut pas le toucher. Donc c'est un interdit. Voilà. C'est de lui dire, dans l'école, il y a des gens sérieux. Et ces personnes sérieuses, on va te les montrer, tu vas les identifier. Et comme ça, ce qu'on veut, c'est que tu sois suffisamment en confiance dans l'école pour que s'il y a quelqu'un, un adulte, qui fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire, tu saches où tu peux le dire et à qui tu peux le dire. C'est à ça que ça sert uniquement. Mais je ne vois vraiment pas en quoi ça rentre dans une éducation à la sexualité d'enfants qui ne sont pas fonctionnels sexuellement. Je ne vois pas. Je vois que tout le monde vous écoute avec beaucoup d'attention et vous avez cité évidemment cette affaire terrible. On se rend bien compte en fait des priorités tout simplement vitales, urgentes. Oui, moi je pense que ce que vous avez dit sur les violences que subissent les enfants est absolument central. On en parle incroyablement peu en fait. On parle énormément des féminicides et on a raison, c'est un sujet majeur. Mais si on compare par exemple l'attention qui est donnée à la question même des enfants qui se font tuer par leurs parents, des coups, du harcèlement, etc. C'est un sujet qui est vraiment invisibilisé. J'aimerais rappeler, moi il y a une chose qui m'a marqué aussi dans l'affaire de Amandine. Ça s'est passé en 2020, pendant le confinement. Enfin, après le confinement, l'été qui a suivi le confinement. J'ai suivi le procès avec attention. Je crois qu'une des copines de classe ou quelqu'un racontait qu'au début du confinement, Amandine disait moi, ça va être la catastrophe. Parce qu'elle savait qu'elle allait être enfermée avec ses geôliers. Au moment du confinement, tous les gens un peu lucides sur la situation savaient que pour les personnes, soit les épouses qui vivaient avec des maris violents, soit les enfants qui vivaient avec des parents violents, que ça allait être une sorte de sanction, de menace, de quelque chose d'extrêmement dangereux. Et personne, ou presque personne, ne le disait et ne s'est avisé du danger que représentait le confinement. À un moment, on parlait tout le temps de santé publique et on a oublié cette question la plus élémentaire. On parlait de santé mentale, d'équilibre entre nos loisirs et mais vous bien avez sûr. raison. Et on a oublié ça et ça a été, je veux dire, le nombre de femmes qui se sont faites frapper dans une solitude totale. Et puis j'aimerais juste dire une dernière chose, et là-dessus je suis d'accord, alors qu'on peut avoir plein de désaccords sur le reste, mais en effet, aujourd'hui, un enfant qui se fait battre, moi j'ai pu voir ça sur quelqu'un que je connais, c'est vrai qu'il est dans une solitude terrible où, sauf exception très rare, il sait que absolument rien ou presque rien ne peut arriver pour lui. Et dans le cas d'Amandine, il y a eu des contrôles, il y a eu des gens qui sont venus dans la famille pour voir ce qu'elle subissait, et évidemment que font les parents. Ils font une mise en scène, ils reçoivent gentiment, ils demandent aux enfants de mentir, c'est pas qu'on t'a frappé, c'est que t'as eu un bleu en tombant, etc. Et je crois que le cas d'Amandine, là, est vraiment représentatif des violences parentales sur les enfants. Et c'est, je trouve, un énorme tabou. Et peut-être que la grande différence sur ce type de violence, quand on parle par exemple des violences que peuvent subir des adultes, c'est qu'un enfant ne peut pas parler sinon après. Vous avez tellement raison, parce que
Ce sont évidemment des choses extrêmement différentes, mais nous avons parlé d'Elias, nous aurions dû, et merci de le faire, parler autant d'Amandine. C'est autre chose, mais il faut en parler aussi. On va conclure. Moi, j'ai écouté beaucoup d'attention Sophie Oliger. Elle nous dit au passage, et rapidement, qu'il y a eu 4 signalements, notamment de la communauté éducative. Mais est-ce que vous savez pourquoi ces signalements n'ont pas été traités comme ils auraient dû ? Pourquoi n'ont-ils pas été pris en compte ? Pourquoi n'a-t-on pas retiré l'enfant de la garde ? Une commission d'enquête, puisqu'ils font des commissions d'enquête sur tout. Moi, j'ai besoin de savoir, vous avez raison, là, comme tous les parents qui ont suivi cette affaire. Nous n'avons pas la réponse, même Sophie, c'est une affaire qu'il faut connaître. Comment se fait-il, puisqu'on savait... Mais vous avez de nombreux signalements qui n'aboutissent pas. Demandez à Maurice Berger. Mais pour plein de raisons, parce qu'à un moment, le médecin ne va pas signaler, parce que le juge ne va pas reprendre, parce qu'ils ne vont pas l'envoyer au procureur, etc. La mère changeait d'école. C'est un peu rapide de dire ça. Non, il n'y a pas que ça. Nous arrivons. Oui, mais il n'y a pas que ça. Le signalement, il devait être suivi quand même. Georges a raison, mais à un moment, il y a des failles dans le système. Et d'ailleurs, au procès, je crois que le juge l'a dit, il va falloir qu'on rende compte de ces failles-là. Mais aussi, et vous le rappelez, Nathan, la période de confinement, Amandine ne va jamais être présente, elle ne va jamais répondre à rien. Il ne se passe rien là par contre. J'allais dire, je vous remercie. L'équipe éducative ne dit pas. On arrive à la fin de cette émission. Généralement, quand il y a une jeune victime, on dit penser à ses parents. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On va penser à elle. Et à ceux qui l'ont aimé. Ceux qui l'ont aimé. En mémoire d'Amandine. Voilà, en mémoire d'Amandine. Je crois qu'il ne faut pas. Il ne faut pas. Comme l'a fait Aurore Berger. Attendez, je ne veux pas tout lier parce que... Ouais, non, mais si, moi je le lis parce que c'est trop facile. Non, mais c'est trop facile, si vous voulez. Mais j'ai compris, il y a les priorités. Non, mais c'est trop facile de faire croire qu'il suffirait d'éduquer les enfants à la sexualité pour les protéger de leurs crimes, des hommes. Mais je ne veux pas faire le lien avec la ministre directement. Oui, mais je veux bien que vous ne fassiez pas le lien, Sonia, sauf que c'est l'argument premier. Parce que sinon, l'autre argument, c'est d'éduquer à la sexualité, d'éduquer au consentement. On ne peut pas dire qu'un enfant peut consentir. En tous les cas, c'est inentendable. On l'a très bien entendu, nos téléspectateurs également, et vous avez un consensus ici sur le plateau. Merci à vous, pardon pour le retard, je le dis, et rendez-vous demain midi, grâce à vous avec Maurice Berger, effectivement. À demain.